Il y avait jusque-là la fumée des cigarettes, il y avait l'amiante, et voilà désormais que la charcuterie est aussi considérée comme un agent cancérogène pour l'homme. La viande rouge, elle est aussi assez mauvaise, probablement cancérogène. C'est ce qu'a annoncé hier le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence de l'OMS, qui est parvenue à cette conclusion après analyse de la littérature scientifique sur le sujet. Bon, on va se poser la question ce matin, au lendemain de cette annonce, comment gérer ce nouveau danger ou cette perception du danger. Bonjour Francesco Panese. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sociologie des sciences à l'université de Lausanne. J'allais dire bientôt, on va apprendre que la confiture à la fraise est aussi mauvaise pour la santé et cancérogène. Cette étude de l'OMS ou d'une agence de l'OMS s'est répandue alors littéralement comme une traînée de poudre hier et qui donne l'impression que tout nous tue. C'est juste de percevoir les choses comme ça. Tout nous tue. Alors, je ne pense pas que tout nous tue, ce serait dommage. Il n'y a que la vie, finalement, qui tue d'une manière, disons, radicale. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette annonce de l'OMS, elle a évidemment rencontré un climat favorable, parce qu'évidemment, toute la presse en parle aujourd'hui. Déjà, les journaux télévisés en parlaient hier. Le saucisson donne le cancer, c'est un des titres de la presse romande. C'est ça, le saucisson donne le cancer, la viande rouge donne le cancer, etc. Alors, évidemment, moi, je suis pas du côté du lobby pro-viande ou anti-viande, je ne suis pas oncologue, ni médecin. Donc, vous êtes bien placé pour nous parler ce matin. Voilà, ouais. alors moi, ce qui m'a surpris, si vous voulez, c'est la manière dont cette information, d'abord, elle a été construite, et après, comment est-ce qu'elle a été diffusée. Alors, c'est peut-être un peu barbant à 7h39 le matin, mais quand même, il faut voir comment c'est fait. Tout d'abord, on parle de 800 papiers, 800 analyses qui ont été réanalysées. Ça s'appelle une méta-analyse. Mais ce qui est intéressant, c'est que vos auditeurs doivent savoir que tout ça, c'est finalement le résultat de corrélations. On reprend des chiffres qui sont publiés dans beaucoup d'analyses, et ça fait bien longtemps qu'on cherche des corrélations, par exemple, entre la nutrition et le cancer. Et donc, on fait des méta-analyses et on va regarder des petits écarts. Donc là, vous critiquez carrément la méthode ? Alors, je ne critique pas, si vous voulez. La méthode, elle est normale. Elle est agréée dans le domaine des sciences. Le problème, c'est que il faut toujours remonter à la source et savoir finalement quels sont les écarts que l'on mesure. Parce qu'aujourd'hui, on mesure des écarts sur la consommation de viande par rapport à un certain type de cancer, mais il est très difficile de remonter à la source pour savoir dans quelles conditions ont été produites les données, auprès de quelle population, etc. Alors, on se rend compte que finalement, les statistiques, c'est un outil extrêmement puissant pour faire des corrélations internationales par rapport à des catégories d'âge, par rapport à des catégories socioculturelles, voire socio-économiques. Et à la fin, on arrive à un résultat finalement qui crée un événement, mais qui, à mon avis, est complètement disproportionné par rapport à la valeur intrinsèque de ces résultats. Disproportionné, vous lâchez le mot, Francesco Panese. Alors c'est vrai que les statistiques, on peut tout leur faire dire, surtout si on les analyse ensuite avec des ordinateurs qui traitent. En fait, tout ça se fait entre ordinateurs. Au fond, on a cette impression. Alors, il y a cette histoire de méthode, de corrélation statistique, et puis il y a les chiffres, parce que là, on nous en donne. 34 000 décès par an. La charcuterie contre 1 million pour le tabac et 600 000 pour l'alcool. On a envie de se dire aussi, restons calmes, non ? Alors, le problème, les chiffres évidemment sont produits parce que l'instrument statistique permet de les produire. Moi, si vous voulez, ce qui m'embête un peu, c'est que normalement, dans le système dans lequel on est, la recherche scientifique doit mettre en évidence des risques. Et c'est le rôle de la santé publique de prendre des mesures par rapport à ces risques. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que vous, en particulier les journalistes, vous êtes inondés de communiqués de presse qui, en quelque sorte, bypassent la question de la santé publique pour s'adresser directement à l'auditeur, au consommateur, au lecteur, bref, au citoyen mangeur, pour finalement l'alarmer. Et ça, je dirais que c'est un peu une dérive. C'est pas parce que les recherches viennent d'un organisme de l'OMS qu'il n'y a pas là aussi un certain intérêt finalement à occuper en quelque sorte l'espace public avec des questions, mais aussi que des groupes de recherche veulent aussi occuper l'espace public avec des questions, aussi pour justifier toute une série de mesures de santé publique. Mais là, je crois que l'erreur que a fait en particulier cet organisme, mais aussi la revue Lancet Ecology, c'est finalement de s'adresser directement à la population. Ouais. Et ça, si vous voulez, je veux pas être rabat-joie, mais c'est pas normal dans la division du travail qui est traditionnelle entre la recherche qui met en évidence des risques et la santé publique qui les analyse pour prendre des mesures vers la population. On a court-circuité. Vous voulez dire que le Lancet et l'OMS auraient dû
rester un peu en retrait, enfin se cantonner à leur rôle de scientifique ou de diffuseur de la science, et ensuite les politiques, les médias doivent prendre leur lait, et ça n'a pas été fait. Alors, ce qui a été fait, c'est de s'adresser, je dirais, directement à la population par l'entremise en particulier des médias. Oui. Et c'est très intéressant parce que vous, journalistes, vous avez reçu toute une liste de questions pour vous permettre de répondre et de faire vos sujets. Oui, mais là, on fait le boulot ce matin avec vous, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur cet alarmisme. Ce qui est très surprenant quand on lit ces papiers, c'est qu'il y a des questions qui portent sur que faut-il faire alors, puisque les risques sont avérés. Et la réponse, finalement, qui est là dans ces communiqués de presse, c'est, eh bien, nous n'avons pas de recommandations, car c'est aux États de produire des recommandations et de prendre des mesures. Donc, vous voyez, on est dans un système où, finalement, on alarme les gens, on crée, finalement, un buzz quand même assez important qui peut avoir lui-même une certaine toxicité. Et lorsque l'on va du côté de la responsabilité, eh bien, vous avez là, finalement, des porte-paroles de la recherche qui disent, mais ça, finalement, ce n'est pas notre problème, c'est aux États, finalement, de prendre des mesures. Mais ce monde devient un peu fou, Francesco Panese. D'ailleurs, vous êtes là pour l'analyser. Vous avez parlé de toxicité de l'information. C'est vrai qu'elle est parfois toxique, l'information. Le mal est fait, là, aujourd'hui. Les journaux font leur une, sont péremptoires. Nous, on essaye de décortiquer un peu tout ça avec vous. Mais reste que l'information dans la tête de l'auditeur et de l'auditrice ce matin, c'est la charcuterie. Ouh là là, je vais devoir m'en méfier. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette information? Eh bien, c'est pas facile parce que si moi, sociologue, j'arrive en disant, vous savez, ces données, elles ne sont pas forcément hyper solides, on va après me critiquer en disant, mais forcément, ils travaillent pour un lobby, etc. Moi, ce que je vois... Vous nous l'assurez, vous ne travaillez pour aucun lobby? Non, je ne travaille pour personne, je suis libre de tout intérêt. Ce que je perçois, moi, en tant que sociologue, c'est qu'on est, finalement, il y a des sociologues qui avaient dit, on est dans une société du risque, par exemple. Eh bien, moi, je pense qu'on est dans une société de l'inquiétude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de sphères d'activité où on a intérêt, en quelque sorte, à produire de l'inquiétude. Parce que c'est vrai que l'inquiétude, ça fait marcher beaucoup de choses. L'inquiétude, ça fait parler les gens. L'inquiétude, ça peut remplir les journaux. L'inquiétude, ça peut alarmer les politiques. L'inquiétude, ça peut aussi mettre le projecteur sur des problèmes, mais aussi sur des personnes qui créent ces problèmes ou en tout cas qui les analysent. Donc aujourd'hui, finalement, le terrain le plus propice à ce genre de choses, c'est notre terrain à nous. C'est-à-dire une société de l'inquiétude qui ne perd pas une occasion pour, en quelque sorte, se mettre fantasmatiquement en danger. Mais là, professeur, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je me souviens que dans les années 80, quand on parlait des dangers de la cigarette, d'aucuns disaient « mais arrêtez avec cet alarmisme, avec cet hygiénisme, laissez les gens fumer s'ils en ont envie ». Bon, ok, alors maintenant c'est 1 million de morts par an, la cigarette. Là, on parle de 34 000 pour la charcuterie. Mais si on se retrouve avec des chiffres beaucoup plus élevés, qui sait, liés au danger cancérogène de la viande et de la charcuterie, dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est une bonne question. Alors je trouve que comparaison en l'occurrence n'est pas forcément raison parce que depuis en gros ça remonte à peu près aux années 30 et c'est vrai que ça avait flambé un peu dans les années 80. La question de la cigarette, on peut pas la considérer de la même manière que la question de la viande puisque derrière la cigarette il y a évidemment des groupements industriels qui étaient extrêmement actifs. Je vous rappelle la viande aussi. Oui, mais on en vend beaucoup encore. Mais c'est quand même une autre histoire. Vous savez, vous savez que la propagande, le mot même de propagande a été inventé par un individu dont le premier client était les cigarettiers. Donc l'idée de la publicité pour orienter les comportements des gens, ça vient de la cigarette. On peut quand même pas dire que la confrérie des bouchers était aussi puissante, je dirais, d'un point de vue historique et sociologique. Maintenant, vous voyez, le problème, c'est que si vous regardez, et je propose vraiment à tous vos auditeurs de le faire, même s'ils n'ont pas, disons, de grandes aptitudes scientifiques, si vous allez voir la revue d'où vient cette annonce, qui s'appelle Lancet Oncology, donc Lancet, c'est une grande revue oncologie, eh bien, vous allez voir que ça fait effectivement des décennies que l'on recherche des risques. On cherche à faire des corrélations. Alors, finalement, tout y passe. Ce qui est bien normal. Depuis à peu près l'après-guerre, on va rechercher les causes du cancer qui sont extrêmement complexes du point de vue physiologique et du point de vue métabolique. Alors, ce qu'il y a d'intéressant là, c'est que aujourd'hui, le Lancet de cette semaine a produit plein d'autres papiers. Mais évidemment, on va se centrer sur celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'on est effectivement dans un contexte où, je dirais, l'hygiène alimentaire, ou ce que l'on croit être de l'hygiène alimentaire, eh bien, occupe un niveau extrêmement haut dans les inquiétudes ordinaires des gens. Oui, puis il y a toute la mode végane aussi, anti-viande, etc. Ça vient carrément même un courant politique, parfois, ceux qui ne veulent plus manger de viande. Mais j'allais dire, et je ne sais pas si vous avez la réponse à ça, où fixer la limite entre bonne prévention et problème de société où tout fait peur? J'allais dire, c'est quoi le seuil? 34 000 morts, c'est pas assez? 100 000 morts, 150 000, 500 000? Francesco Panese, on peut répondre à cette question?
Alors, les épidémiologues, c'est-à-dire ceux qui manient finalement les chiffres de la santé publique, pourraient peut-être vous répondre. Moi, en tant que sociologue, je dirais que la réponse à la question, c'est la raison. La raison, c'est-à-dire il faut raisonner. Aujourd'hui, par exemple, on sait... Mais les gens ne sont pas... L'individu n'est en soi et intrinsèquement pas raisonnable, on le sait. Ben, écoutez, moi, je suis pas si sûr que ça. Alors, si l'individu... Allez, je vous suis un moment. Si l'individu n'est pas raisonnable, je crois que les pouvoirs publics doivent être raisonnables. Et aujourd'hui, on doit mesurer un problème de santé aussi à l'aune de ce que l'on peut faire pour le prévenir. Et aujourd'hui, j'aimerais franchement pas être un ministre de la Santé qui reçoit sur mon bureau, en l'occurrence c'était hier, l'idée qu'il y a 34 ou 36 000 morts de cancer par année sur la planète, parce que là, franchement, je me sentirais assez démuni. Alors évidemment, on pourrait imaginer on prendra des décisions budgétaires pour orienter un peu plus la prévention du côté de la surconsommation de viande, c'est possible, mais là, je crois que les pouvoirs publics peuvent aussi être démunis par rapport à ce genre de questions. Donc pour répondre à votre question, je dirais que la validité d'une information, finalement, la crédibilité d'une inquiétude, elle doit être évidemment corrélée à ce que l'on peut faire pour pallier en quelque sorte le problème. Et là, je pense que dans le cas de ces nouvelles-là, c'est pas si facile que ça. Et d'ailleurs, si vous écoutez les médecins qui reprennent cette annonce, ils sont toujours un peu embêtés. Ils sont évidemment embêtés parce qu'ils sont embêtés par rapport au risque alors inverse de ce genre de nouvelles, c'est-à-dire de créer de l'anxiété ou tout à coup de créer par exemple une abstinence totale de viande, alors que, on vous le lit évidemment dans ce rapport, la viande reste quand même utile pour la santé, même si elle peut être remplacée par d'autres choses. Oui, c'est une société qui crée de l'inquiétude, vous l'avez dit Francesco Panese. Aujourd'hui, beaucoup d'études médicales poussent à éliminer tous les comportements à risque. On a parlé de la cigarette, etc. La médecine elle-même progresse pour essayer de diminuer, enfin de soigner ces risques-là. Quelle est la finalité de tout ça? Et peut-être c'est une question sans réponse aussi, mais quelles sont les limites de la lutte contre toutes ces pathologies? Alors je dirais que c'est une grande question pour si tôt le matin, mais ce que je dirais c'est qu'il y a deux réponses. La première réponse, c'est de rappeler que le politique, si vous voulez, a un intérêt à la longévité des gens. Et ça fait longtemps. Ça commence déjà au XVIIe siècle. Politique, vous dites. Le politique. Pas le médical. Ouais. Non, le politique a un intérêt à la longévité des gens en bonne santé. Pourquoi ? Parce que la longévité des gens, c'est bon pour la production d'un pays. À l'époque, on appelait ça la richesse des nations. Et évidemment, la longévité en bonne santé, c'est bon effectivement pour l'économie. Mais ce qu'on a observé, et c'est surtout un phénomène du XXe siècle, c'est une moralisation, si vous voulez, de la santé, c'est-à-dire que la santé absolue, est devenue une norme sociale, une norme symbolique, qui finalement agit d'une manière très très forte pour orienter nos comportements. Et lorsque le sociologue dit il y a des normes qui orientent nos comportements, on voit toujours derrière effectivement la question du pouvoir. Il faut se poser la question de qui a évidemment un intérêt pour orienter nos comportements vers cette santé absolue qui est le grand fantasme de notre époque. Le jour où en temps réel et en toute transparence, on aura toutes les informations sur tous les risques qu'on prend dans nos vies quotidiennes, ce sera l'enfer ou ce sera le paradis, ça ? Alors écoutez, si je devais répondre comme à titre personnel, je dirais que ce serait plutôt l'enfer, si vous voulez, parce que le problème, encore une fois, c'est pas tellement, disons, le fait qu'il y ait un risque. Le problème, c'est de doter les personnes pour éviter ce risque, ou pour le diminuer, ou pour le contourner. Je dirais que dans une société de l'inquiétude, comme celle dans laquelle on vit, le problème, c'est qu'on produit énormément de risques, mais on ne munit pas, en quelque sorte. Les gens sont démunis, souvent, par rapport à ce genre de risque. Et il n'y a rien de pire, si vous voulez, que de ne pas être capable d'agir pour toute une série de raisons par rapport à une épée Damoclès, ou plutôt une succession d'épées de Damoclès que l'on met sur nos têtes tous les jours. Et ça crée effectivement un sentiment qui est un sentiment, je dirais, de profond malaise. C'est cette idée il est très très difficile d'être dans la bonne norme par rapport à tous les dangers qu'on met sous nos yeux. Et ça crée effectivement une société du malaise. C'est le titre d'ailleurs d'un excellent sociologue qui s'appelle Ehrenberg, qui a écrit un très beau livre là-dessus. Le but de la médecine, c'est évidemment de soigner les gens et d'augmenter l'espérance de vie. On nous promet un monde peuplé de centenaires, tous en bonne santé, dans quelques temps. Vous y croyez à ce monde-là ?
Alors le monde des centenaires, je pense qu'on peut, on peut y croire, assez parce que finalement l'épidémiologie nous le montre. Maintenant, est-ce que j'y crois? Bon, il faut simplement se dire que le monde des centenaires, évidemment, va poser des problèmes. Donc d'un côté, c'est très bien d'être centenaire quand on est heureux de vivre, on a envie de vivre très longtemps. Ça va coûter très cher. Mais évidemment, le problème, évidemment, ça va être le rapport des gens avec l'activité économique. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est bien là l'intérêt et en même temps le problème de notre société, c'est que dans le registre finalement de l'économie, on n'a pas intérêt à se réjouir d'avoir une épidémie de centenaires. Et puis du côté, je dirais, de la morale et aussi finalement de ses valeurs individuelles, eh bien, on peut espérer être centenaire, surtout lorsqu'on est heureux. La ligne est fine. Vous mangez de la viande, Francesco Panesi? Oui, je mange de la viande, semaine? Bien sûr. Hein. Pardon? Combien de fois par semaine? À peu près 3 fois par semaine. Oui. Donc vous n'avez pas de la viande rouge de préférence. Et pas modifier votre comportement? Bien sûr que non.